alors je ne sais pas si c'est heureux, mais en tout cas, il y a, je pense, des conceptions, des analyses et des constats qui sont partagés autant par l'autorité judiciaire que par l'institution que vous représentez aujourd'hui. Je voulais commencer simplement par dire que lorsqu'on m'a sollicité il y a quelques jours pour me proposer de dire quelques mots introductifs à cette journée, j'étais à la fois, je le confesse, très honoré et aussi en même temps, comme quand les jours passaient, un peu intimidé. Alors honoré au nom de l'institution judiciaire, pas à titre personnel, parce que l'institution judiciaire est souvent critiquée sur sa prise en charge. Et quand je dis institution judiciaire, c'est au sens large. J'y inclus également les forces de police et de gendarmerie qui sont présentes ici, qui font souvent l'objet de critiques récurrentes sur la prise en charge de ce type de contentieux, et d'autres parfois. Mais en tout cas, j'étais honoré parce que je me suis dit que cette prise de parole me permettrait aussi de mettre en avant l'action qui était celle des institutions qui participaient à la lutte contre ce fléau. La journée sera l'occasion, peut-être pour les uns et les autres, de mieux appréhender l'institution judiciaire et l'action des services de police et gendarmerie en la matière, notamment cet après-midi où interviendra M. Follier, qui est justement ce référent très investi dans la lutte contre les violences faites aux mineurs et qui a en charge tout ce contentieux au sein du parquet. Intimidé aussi, parce que, de fait, je ne veux pas être dans l'autosatisfaction institutionnelle. Et je sais aussi toutes les limites qui sont celles de notre action, de nos résultats. Et c'est toujours très difficile de prendre la parole devant des personnes qui sont en attente, devant des personnes qui, depuis des mois, sont investies de manière pleine et entière pour la réalisation de ce colloque, mais qui surtout sont des militants qui portent une ambition pour ce territoire. J'aurais pu simplement aujourd'hui vous donner des chiffres. Je vais en donner quelques-uns, parce que si je ne donne aucun chiffre, ça n'a pas de sens. C'est aussi une des demandes qui est celle de cette journée, et puis tout simplement des attentes de la suite de cette journée. Alors, ces chiffres concernant l'institution judiciaire et les violences faites aux mineurs, au sens large, sont des chiffres qui, pris de manière assez brutale, peuvent nous rendre optimistes, puisque ces chiffres, me semble-t-il, ne sont pas très élevés. Nous avons recensé chaque année, avec des chiffres qui sont stables, sur les 4 dernières années, entre 150 et 180 procédures transmises au parquet concernant soit des violences de nature sexuelle, soit des violences tout court, physiques, sur les mineurs. Une cinquantaine de viols, procédures concernant des viols commis chaque année, que ce soit en zone police, gendarmerie, de manière globale, sur des mineurs de moins de 15 ans. Un chiffre un peu plus faible, une quinzaine, une vingtaine de faits de viol sur des mineurs de plus de 15 ans. Donc, en moyenne, entre 70 et 80 procédures concernant des faits de viol dénoncés sur des mineurs, avec une majorité de faits concernant des mineurs de moins de 15 ans. Et puis, à peu près autant de procédures, entre 70 et 80, concernant des violences faites sur des mineurs qui ne sont pas des violences dites sexuelles. Ces chiffres sont constants, à quelques unités près sur l'année. J'aurais pu aussi vous dire que dans 55% des cas, en 2019, on était à 52, en 2020, à 56, en 2021, les affaires font l'objet d'une réponse pénale. Ce qui veut dire que dans 45% des cas, en moyenne, c'est-à-dire à peu près la moitié des affaires qui nous sont signalées, qui sont traitées judiciairement, eh bien, la procédure est classée sans suite.
Ce classement sans suite, là encore, on peut affiner les motifs des classements sans suite, et ça éclaire aussi sur une dimension sociétale de ces problématiques de violence sexuelle. Dans près de 40% des cas, l'affaire ne peut pas donner lieu à des poursuites parce que la victime y renonce. Et quand on parle de renoncement de la victime, c'est pas que la victime déclare un certain nombre de choses et qu'on estime qu'on ne va pas poursuivre parce qu'elle ne veut pas qu'on poursuive. Parce qu'en la matière, on poursuit dès que l'infraction est caractérisée, avec ou sans l'accord de la victime. Mais c'est qu'à un moment, la victime nous échappe totalement dans le processus judiciaire. On ne peut plus l'entendre, on ne peut pas faire les expertises médicales, on ne peut pas avoir le moindre témoignage. Elle disparaît, cette victime. Et on ne peut même pas la retrouver pour l'entendre. C'est ce qu'on appelle la carence de la victime. C'est la moitié des affaires qui nous sont transmises et qu'on ne peut pas traiter. Et puis, vous avez, dans d'autres hypothèses, c'est environ 50% des motifs de classement, un auteur qui a disparu, c'est ce qu'on appelle des recherches vaines. Un auteur qui est clairement identifié comme un violeur, comme un agresseur sexuel, mais on n'arrive pas à le retrouver, pour différentes raisons. Il a pu quitter le territoire, mais il peut encore être sur le territoire. Et c'est là encore une problématique spécifique de Mayotte. C'est l'absence d'adresse qui permet de retrouver les personnes, l'absence d'état civil, parce que on le connaît, on l'identifie, on sait que c'est un tel ou un tel, mais on le connaît par un surnom, ou par un nom qui n'est pas celui qu'il utilise ailleurs. Et même si cette personne est connue, identifiée, on ne pourra jamais la retrouver. Les services de police et de gendarmerie n'arrivent pas à l'identifier formellement, à l'attraper, à le placer en garde à vue. Et parfois, quand elles réussissent à attraper quelqu'un qui pourrait être celui-là, on n'arrive plus à retrouver la victime pour le confronter à celui qui est dit être, qui potentiellement est l'auteur, et l'institution judiciaire ne peut rien faire. Voilà les principaux motifs des classements sans suite. J'aurais pu continuer encore à égrener toute une série de chiffres. Pendant l'année qui va venir, sur sollicitation, bien évidemment, nous essaierons de vous donner des chiffres dont on dispose, mais qui sont des chiffres qu'il faut parfois collecter manuellement, et je remercie à ce sujet le service d'insertion et de probation, qui, pour les 2 autres chiffres que je vais vous donner, ont travaillé plusieurs heures en mobilisant des équipes complètes, simplement pour obtenir 2 chiffres. Voilà. Ces 2 chiffres sont les suivants, c'est quelles sont les personnes qui sont suivies aujourd'hui par le service de l'administration pénitentiaire comme ayant été condamnées en lien avec des faits de violence sexuelle sur mineurs. Eh bien, en milieu ouvert, ça représente, en milieu ouvert, c'est-à-dire en milieu de la non-détention, des personnes qui ont déjà été condamnées, par exemple, à un sursis probatoire ou un sursis mis à l'épreuve, ou qui ont déjà été condamnées et sont sorties de la prison de Majicavo, ça représente 11% des personnes condamnées. Pour ce qui est des détenus actuellement condamnés, cela représente 14% des détenus condamnés. Voilà quelques chiffres qui sont livrés de manière un peu brutale. Des chiffres, des procédures, des dossiers. Je pourrais, à longueur de journée, vous parler avec ces termes un peu institutionnels et techniques, mais on a tous conscience, et cela a été dit aussi par monsieur le recteur et madame la représentante du conseil départemental, c'est que derrière ces chiffres, il y a surtout des personnes. Voilà. Et je voudrais vous assurer, à ce stade déjà de mon propos, que, au-delà du traitement institutionnel de chaque affaire, chaque intervenant de la chaîne judiciaire a cette conscience qu'on ne traite pas un dossier, mais qu'on traite une situation individuelle, et que l'engagement, je peux vous l'assurer, de l'ensemble des fonctionnaires de police et des militaires de la gendarmerie nationale, comme ceux des magistrats qui traitent ces dossiers, est toujours éclairé par cette dimension très personnelle. Parce qu'on reçoit les gens dans nos bureaux, que ce soit les services de police et de gendarmerie, on reçoit les victimes, on reçoit leurs familles.
J'ai dit que j'étais aussi intimidé parce que j'avais aussi cette conscience que l'attente était extrêmement forte et que, au-delà des chiffres que je peux produire, il y a des insatisfactions, des incompréhensions qui sont liées justement à cette dimension humaine de ce type de contentieux. Nous avons régulièrement des sollicitations, des aiguillons qui, dans notre schéma institutionnel, parfois nous dérangent, parfois nous agacent, je dois le dire, parce que ça nous empêche de fonctionner comme on aimerait fonctionner. Voilà. Pour autant, je ne devrais pas le dire aujourd'hui, continuer. Continuer à nous agacer, continuer à nous secouer un peu, pas trop quand même, mais continuer à nous dire de faire. Parce que ce qui nous guette tous, peut-être, c'est ce sentiment que on en fait assez. On n'en fait jamais assez, on n'en fera jamais assez. En ce moment, coexistent plusieurs campagnes publicitaires, dont l'une sur les violences conjugales, qui est une campagne aussi qui a eu un retentissement important. Et sur les affiches, on peut lire, alors de mémoire, parce que à mon âge on oublie tout, c'est ne vous laissez pas abîmer. Voilà. Cette campagne a un mérite important, c'est qu'elle sensibilise une nouvelle fois les uns et les autres à ces problématiques de lutte contre les violences conjugales, et tout le monde y prend sa part, y compris l'institution judiciaire. Ce que j'ai trouvé formidable, là à titre personnel et pas à titre institutionnel, dans la démarche qui est celle portée par votre association, par ce collectif d'associations, et dont cette journée est à la fois un aboutissement et un point de départ, c'est que vous avez pris, vous, une posture qui est un petit peu différente, qui n'est pas de dire ne vous laissez pas faire, ne les laissons pas, ne vous laissez pas abîmer, mais de dire nous n'allons pas vous laisser vous faire abîmer. Voilà. La logique, elle s'impose en matière de violence sexuelle sur les mineurs, parce que nous avons affaire à un public qui n'est pas en situation d'être en situation de se défendre. À aucun moment. Voilà. Je ne veux pas dire que les femmes de violence conjugale sont en capacité de se défendre, ce n'est pas non plus mon propos. Hein, mais en tout cas, s'agissant des mineurs, et puis quand on reprend les premiers chiffres que j'ai évoqués, sur l'âge des principales victimes dans les dossiers qui nous remontent, pour la plupart, elles ont moins de 15 ans. Est-ce qu'elles peuvent se défendre? Est-ce qu'elles sont en situation simplement de dire? Je n'y crois pas. Hier encore, ou avant-hier, j'étais aux assises dans un dossier et une femme était victime d'agression sexuelle ou d'une tentative de viol. J'en dirai pas plus sur le dossier puisque le huis clos a été demandé par la victime. Et cette dame disait simplement « Cette fois, j'ai déposé plainte, j'ai été voir mes supérieurs hiérarchiques pour leur dire que j'étais victime d'une tentative de... Parce que quand j'avais 6 ans, j'avais été victime d'un viol. Et celui qui m'avait violé quand j'avais 6 ans m'avait dit tout simplement « Si tu le dis, je vais brûler le manga de tes parents et je violerai tes autres sœurs. » Voilà. Ça, c'est une réalité d'il y a aujourd'hui 10 ans, 15 ans. Et une autre réalité émerge, et là je rejoins les propos qui sont ceux de monsieur le recteur, c'est aujourd'hui une parole qui se libère. Alors elle n'est pas totalement libérée, bien évidemment. Et surtout à Mayotte, on est aussi dans un contexte où il y a un certain nombre de personnes qui ne libéreront jamais leur parole parce que le fait d'aller voir des institutionnels est quelque chose déjà qui les inquiète. C'est une part importante de la population. Et pour autant, on voit de plus en plus souvent,
aujourd'hui des mineurs, des petites sœurs, des grandes sœurs, qui vont parler, qui vont dire aux enseignants, à leurs parents, à des adultes référents, qu'il se passe quelque chose. Voilà. Et rien que cette semaine, j'ai eu des grandes sœurs qui ont été en gendarmerie prévenir que leur petite sœur a été victime de viol. Voilà. On passe en outre la vie des anciens et des parents. On est dans une évolution que chacun jugera trop lente, mais qui existe aujourd'hui et qui ne peut que nous conduire à une forme d'optimisme. Alors pas un optimisme béat, vous ne verrez pas sur mon visage le sourire du ravi de la crèche, mais pour autant, je crois qu'on sent un mouvement qui est un mouvement positif. Cette journée est un aboutissement de mois de travail, je l'ai dit, pour ces associations militantes qui nous ont mobilisés les uns et les autres, mais c'est aussi et surtout un point de départ, et je pense que c'est comme ça qu'elles vivent leur action, pour nous mobiliser encore les uns et les autres. Et au-delà des institutionnels, je crois que ce qui a été extrêmement fort dans la démarche de cette charte, c'était justement de nous faire sortir de nos rôles institutionnels et de nous conduire, par la signature de ces chartes, à nous engager dans une démarche individuelle. Et c'est toute la difficulté pour le ministère public que je représente, et peut-être au sens large, je ne devrais pas parler au nom des magistrats du siège, mais il y en a quelques-uns qui sont ici aussi, c'est toute la difficulté, et peut-être derrière le terme d'intimidation que j'ai utilisé tout à l'heure en disant que j'étais honoré et intimidé de venir ici, c'est une autre problématique, qui est une problématique inhérente à l'institution judiciaire, qui est une obligation d'impartialité. Et qui, je ne veux pas dire qu'elle se heurte, mais qui doit être conjuguée avec cette obligation et cette envie de participer de manière extrêmement active à ces luttes et à ces démarches. Parce que nous devons, nous, professionnels de la justice, comme doivent continuer à le faire également ceux qui sont en charge des enquêtes, à rester dans une logique d'impartialité, éviter les instrumentalisations, éviter des poursuites qui ne devraient pas être engagées pour des dossiers trop fragiles ou des situations qui ne correspondent pas à des réalités. Elles sont marginales, mais nous avons aussi une obligation de prudence aussi par rapport à ces situations qui, je le conçois, je le redis, sont des situations marginales. Et cette obligation d'impartialité, elle doit toujours irriguer notre mode de fonctionnement professionnel et institutionnel. Cela étant dit, oui, je tends le bâton pour me faire battre, je sais bien. Cela étant dit, institutionnellement et personnellement, par cette charte, ça nous motive les uns les autres à aller encore plus loin. Alors, comment aller plus loin? Parce que vous allez dire des mots, on a besoin aujourd'hui, au-delà des mots qui sont ceux de la charte, on a besoin d'engagement concret des uns et des autres pour que cette cause avance. En matière de justice, les choses avancent lentement, trop lentement certainement, mais elles avancent malgré tout. Et chacun qui participe à l'action de justice sur ce territoire n'a qu'un objectif, c'est poser une pierre sur laquelle le successeur pourra s'appuyer pour en poser une seconde, puis celui qui lui suivra en posant encore une autre, et à la fin on bâtira un édifice qui sera solide. Moi, les engagements que je peux prendre aujourd'hui, qui sont des engagements limités, encore que, ce sont des engagements que je peux tenir. Les autres n'auraient pas de sens. Vous avez parlé, monsieur le recteur, de l'amélioration du traitement des signalements. On a tellement d'améliorations à apporter. Vous avez fait un effort au sein de l'éducation nationale pour que le recueil du signalement, pour que la parole se libère, on envoie
aujourd'hui les effets et de manière extrêmement rapide. Il faut aujourd'hui que cet effort que vous faites, bien évidemment, se poursuive, mais il faut aussi et surtout que l'institution judiciaire soit en mesure de traiter ces signalements. Je suis aujourd'hui sur un projet interne au tribunal de renforcement significatif de la chaîne de traitement de ces signalements. D'abord en y essayant d'y affecter un personnel dédié de greffe, parce que nous avons encore aujourd'hui, je le dis avec honte, des signalements qui nous sont communiqués parfois depuis plusieurs semaines, qui ne sont pas traités. Non pas parce qu'on s'en moque, mais tout simplement parce que nos effectifs et les contraintes judiciaires font qu'on n'a pas forcément les moyens à y mettre dans le traitement de l'urgence judiciaire qui nous déborde tous. Et c'en est une. Voilà. Il faut que l'on réussisse à restructurer en interne nos traitements de signalement. Et il faut que collectivement, au-delà de la désignation d'un référent, on puisse, monsieur le recteur, si vous en êtes d'accord, et en association avec le conseil départemental, qu'on se fixe des rendez-vous qui puissent être des rendez-vous au moins trimestriels, pour faire un bilan d'étape sur chacun des signalements. Qu'est-ce que vous nous avez apporté? Qu'est-ce que nous, institutions judiciaires, on en a fait? Qu'est-ce que la police et la gendarmerie en a fait? Comment ce signalement, la réponse peut-être de l'accompagnement, peut être mise en œuvre par le conseil départemental? Il ne s'agit pas de s'auto-contrôler les uns les autres. Il s'agit juste, par cette réunion qui pourrait être trimestrielle, de veiller ensemble à ce qu'on n'ait rien raté ou qu'on limite les ratages. C'est aussi à échéance cette fois de 36 mois. C'est à la fois long, mais en même temps très court. Un investissement massif dans la médecine légale. Parce que pour judiciariser des procédures, encore faut-il qu'on puisse avoir des éléments de preuve pour que le coupable, au-delà de l'aveu, puisse être déclaré coupable sur des éléments qui soient des éléments tangibles. Trop de dossiers ne reposent finalement que sur une accusation et un ressenti du juge face à un déni par rapport aux faits qui sont reprochés. Il faut qu'on renforce la médecine légale, et ça de manière urgente à Mayotte. Ce renforcement, il est en cours. Ce n'est pas une question d'argent. Nous avons de l'argent, nous avons des budgets qui sont des budgets conséquents. Au titre de l'année 2021, nous avons récupéré pour la médecine légale à Mayotte près de 2 millions d'euros. Ce n'est pas un problème d'argent, c'est un problème de personnel. Il faut que l'on puisse recruter des médecins légistes. Sur le Mayotte, aujourd'hui, nous n'avons qu'un médecin légiste qui travaille à 80% en tant que médecin légiste. Quand il prend ses vacances, quand il est malade, quand il est en formation, il n'y a plus de médecin légiste sur l'île et on est obligé de faire appel à des médecins légistes qu'il faut faire venir de la Réunion, avec toute la difficulté que ça implique. Nous avons un besoin dans les 36 mois. Nous allons, avec l'hôpital, et on y travaille d'arrache-pied, créer un institut médico-légal digne de ce nom à Mayotte, avec des médecins recrutés, avec des personnels dédiés, et pas que des médecins. Nous sommes actuellement, avec l'hôpital, en recrutement d'une infirmière qui va avoir une mission particulière dans le cadre de l'IML, de l'Institut médico-légal, qui va être justement de faire le lien entre la médecine urgente des urgences et la médecine légale. C'est crucial, puisque aujourd'hui, ce sont des chiffres qui ont été évoqués, qui méritent d'être vérifiés. Dans ces chiffres, il y a des mineurs. Il y a aujourd'hui pratiquement 300 ou 350 personnes, 350 femmes ou mineurs qui viennent aux urgences pour des consultations en lien avec des agressions sexuelles ou des viols. On a 40 personnes sur les 350 qui vont passer devant l'Institut médico-légal pour ce type d'infraction. Il y a une déperdition qui est immense.
immense. Et là, on ne parle pas que des signalements de l'éducation nationale. Je vous parle de femmes qui viennent, voilà, avec une prise en charge, même pour des mineurs, qui est trop longue. Parfois 10 heures, 11 heures d'attente. J'ai vu dans un dossier récent une femme violée qui a attendu 33 heures aux urgences avant d'être prise en charge. Voilà, une situation qui ne peut que conduire à des améliorations, et ces budgets, ces investissements qui vont être déployés en médecine légale vont permettre d'améliorer les choses. Alors, les deux quantums horaires que je viens d'évoquer, de 33 heures à 30 heures, ce n'est pas la réalité du quotidien de l'hôpital. Vous avez des médecins qui sont tous investis, qui sont des militants, pour le coup, des militants du quotidien, de l'accompagnement des victimes. Cet accompagnement des victimes, c'est aussi un engagement qui est celui, bien évidemment, du procureur que je suis, mais pas en mon nom, c'est au nom de l'ensemble de l'institution. Cette dimension d'accompagnement des victimes, le barreau est représenté aujourd'hui par Madame Le Bâtonnier-Housseni, que je remercie, et qui me redisait tout à l'heure, non pas pour que je le dise, mais parce que ça lui tient à cœur, qu'il y a un groupe de défense des mineurs qui existe, qui se met en place, qui se structure avec une mobilisation des avocats. Et au-delà de cette mobilisation des avocats, vous avez des associations d'aide aux victimes qui existent. Vous avez l'association qu'on appelle le SCJE, qui prend toute sa place aujourd'hui au sein du tribunal pour accompagner les victimes et les victimes mineures. L'ACFAV, qui est une association historique qui également a une action remarquable en la matière. Vous avez aujourd'hui des institutionnels qui, les uns et les autres, travaillent sur ce secteur et dont l'action va encore être renforcée. Et puis vous avez, puisque je parlais de l'hôpital, un nouveau projet qui devrait normalement, puisque c'est prévu dans tous les départements de France, et jusqu'à nouvel ordre, Mayotte est un département, nous allons aussi travailler d'arrache-pied avec l'hôpital pour essayer de créer cette structure, ce qu'on appelle l'UAPED. Alors, je remets mes lunettes. L'unité d'accueil pédiatrique de l'enfance en danger. Voilà, c'est une unité qui, normalement, à la fin de l'année 2022, doit exister dans tous les centres hospitaliers. C'est une unité qui a vocation à recueillir, à accueillir et à suivre et accompagner l'ensemble des mineurs qui sont victimes, dans un lieu unique, avec des médecins pédiatres, avec un médecin légiste dédié, avec des infirmiers, avec un lieu qui permettra leur audition pour limiter le traumatisme, faciliter la prise de parole. C'est déjà ce qu'on est en train d'essayer de mettre en place avec l'hôpital dans cette IML renforcée à échéance 2 ou 3 ans. Pourquoi ? Parce qu'il faut éviter cette déperdition de parole entre le moment où on va à l'hôpital pour dire « je suis victime de quelque chose » et le traitement judiciaire. Il faut aujourd'hui qu'on renforce tous nos liens et qu'on fasse ce que l'on a à faire. Voilà, ce que je voulais dire pour conclure, c'est que je m'écarte très largement de ce que j'avais prévu de dire. Ce que je voulais dire, c'est que la démarche, pour moi, elle a été essentielle. Il ne faut pas compter sur les victimes elles-mêmes pour se défendre et pour nous dire ce qui s'est passé. Cette démarche, elle est essentielle parce qu'elle nous oblige, les uns et les autres, institutionnels, parents, voisins, à regarder, à dire et à ne pas laisser l'autre tout seul. C'est ça qui compte. Deuxième élément essentiel, c'est que ce projet nous oblige, nous, institutionnels, tout en restant dans l'impartialité qui doit être la nôtre, à se mobiliser en permanence et à créer des circuits pour devenir de plus en plus efficaces, pour que, quand une association, quand un militant, quand un parent excédé de ne pas avoir de réponse ou d'avoir le sentiment de ne pas avoir de réponse vienne nous voir ou nous signaler quelque chose ou nous demander ce qui est devenu sa plainte, on soit toujours en situation de lui dire on a fait ce qu'on avait à faire. Et au-delà de grands projets et de construction prophétique, je pense qu'on pourrait faire déjà beaucoup pour cette cause si chacun à la place qui était la nôtre, on faisait déjà ce qu'on avait à faire. Voilà.